toute l'erreur qui nous a entraînés dans cette trame provient des négociations avec le CNDP du 23 mars 2009. Vous parlez de l'erreur. C'est une erreur. Le fait d'avoir négocié avec le CNDP? Oui, parce que dans l'accord, ce n'était pas le CNDP comme parti congolaise, comme coalition des Congolais. En réalité, c'est le Rwanda sous le caparation du CNDP. Parce qu'il y avait déjà des infiltrés rwandais. Donc vous pensez que CNDP, M23 égale aussi AFC, de Nanga, non, de Corée Nanga? c'est une suite logique. Le parent, c'est le CNDP. Le fils, c'est le M23. Le petit-fils, c'est l'AFC. C'est Kagame qui a tissé toute la trame. Selon vous, lorsque vous lisez les accords du 23 mars de CNDP, pensez-vous effectivement que les Congolais, Joseph Kabila et tous les autres acteurs politiques qui avaient négocié avec le CNDP, donc le Rwanda, ils avaient trahi les pays carrément? Ils devaient savoir que le CNDP n'était qu'une carapace. La partie congolaise devait signifier, au moins nommer le Rwanda dans l'accord. Nommer le Rwanda? Nommer, désigner le Rwanda. L'erreur provient de la négociation imparfaite ou de la conclusion imparfaite de l'accord du 23 mars 2009. Lorsqu'on lit les accords du 23 mars, aujourd'hui, toute analyse politique est scandalisée de voir les contenus de cet accord-là. Alors, qu'est-ce qui pouvait justifier ça? Est-ce que c'était une ignorance ou bien c'était fait sciemment pour trahir? Donc la conclusion est celle-ci, c'est soit par naïveté, c'est soit par ignorance, ce soit par complicité. En tout cas, rien ne peut justifier la pertinence de cet accord au regard de l'évolution de la situation du pays. Donc ça signifie que le Congo a été piégé dès le départ. Dans l'accord du 23 mars 2009? Dès le départ. Si aujourd'hui Kagame a pu exiger qu'on mette le FDLR, qu'on mette en équation le FDLR dans les négociations, c'est parce qu'au départ, nous avions accepté cet accord de M23. Est-ce que c'est là qu'on voit effectivement ce que le président a dit que l'AFC est égal à Kabila et dans l'AFC? C'est une déduction. C'est une déduction. Le président a remarqué, beaucoup de gens du PPR, des FCC, des figures emblématiques, ils sont partis, des proches. Il n'y a rien. Et il doit y avoir certainement d'autres éléments. Pensez-vous que si on fermait la frontière avec le Rwanda, ça peut avoir des conséquences incalculables chez nous plutôt qu'au Rwanda? On ne peut pas faire une guerre avec de la compassion. Ah bon? C'est-à-dire quoi? Une guerre, je vais vous le résumer. C'est deux choses. Tuer, détruire. Si vous n'avez pas assez de force morale pour tuer et détruire, vous n'allez pas gagner la guerre. Ah bon? Tuer et détruire. Je l'ai dit, excusez-moi de... Tuer et détruire? Oui. Même sur votre... Tuer et détruire. Mais c'est ça la guerre. C'est celui qui détruit le plus qui met l'autre à genoux. Les Américains ont détruit le plus au Japon, ils les ont mis à genoux. Les Alliés ont détruit le plus l'Allemagne, ils l'ont mis à genoux. C'est ça. Donc par exemple, on peut détruire Goma là pour reconstruire ça après? Mais pourquoi seulement Goma? Non, c'est là où se passe la guerre. Non, pourquoi seulement Goma? C'est là où se passe la guerre, de ce côté-là. Pourquoi seulement Goma? Mais si c'est nécessaire de détruire un pont, si c'est nécessaire de détruire pour chasser, on le fait. C'est ça, les états d'âme. Ça, c'est une question de stratégie. Donc, vous voyez que donc, pas de compassion. Ce n'est même pas à la portée de tout le monde. Hein? Donc il n'y a pas de compassion. On ne fait pas la guerre avec de la compassion. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on fait la guerre avec compassion ou pas? Mais je ne peux pas savoir si on n'attaque pas ici parce que le commandant des opérations a dit non, il faut contourner parce que mon beau-frère est là, parce que mon frère est là. Non, je ne suis pas au courant de tous ces éléments-là. Mais je vous donnais le principe pour mener une guerre à bonne fin. Donc il faut tuer et détruire. Tuer et détruire pour mettre fin au conflit. Et l'accord va prévoir le moyen de reconstruction, le moyen de coexistence. C'est un schéma. Hein. Est-ce que ce que vous dites là, c'est un peu partout à travers le monde pour gagner une guerre? Il faut. C'est un principe. Dites-moi, citez-moi un seul exemple où un pays a gagné la guerre sans destruction. Dès qu'il y a résistance, il faut détruire. À moins que vous décidiez de prendre la poudre d'escampette et de laisser les territoires aux ennemis. Ah là, il n'y a pas de destruction parce qu'elle n'est pas nécessaire. On ne peut pas convoquer un dialogue pour éroder l'autorité et la légitimité du chef de l'État face à l'étranger. On diminue son leadership, on diminue le poids du Congo. La proposition du dialogue qui cache un souci de partage de pouvoir, c'est une proposition opaque. Au moment où tous les Congolais veulent
mettre fin à la guerre. Mais vous vous demandez, mais quelle part? Comment récupérer ce que je n'ai pas pu avoir par les élections? Comme Tshisekedi est en train de se battre, peut-être qu'il sera plus tendre vis-à-vis de nous. Parce qu'il a... Non, ça c'est du chantage, un vil chantage, excusez-moi. Ce que Fayoulou fait. Se comporter comme ça, c'est un vil chantage. M. Atundou est parti des Mobutistes aux Kabylistes et aujourd'hui, il est avec le président Tshisekedi. Je suis moboutiste. Séminariste, moboutiste. Eh bien, c'est le séminariste moboutiste qui a servi la République jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre ces magazines, les débats congolais. Nous allons aujourd'hui parler de ces dialogues, les dialogues demandés par l'opposition dans notre pays, pas l'opposition dans son ensemble. Le thème de l'émission de ce jour est intitulé « Face aux visées expansionnistes de Kagame, faut-il un dialogue pour faire bloc ?» Voilà, ce thème qui sera passé au peigne fin aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission un acteur politique, je dirais, qui a blanchi sous les harnais. Il est président de la Convention pour la démocratie et la République, un parti politique membre de l'Union sacrée. Nous allons aussi exploiter dans cette émission sa casquette d'ancien ambassadeur. Il s'agit bien de M. André Alain Atundou Liongo. M. Atundou, bienvenue dans cette émission. Merci, Charles-Quint. M. Atundou, est-ce que faut-il un dialogue aujourd'hui pour faire front commun devant l'ennemi Kagame qui menace l'intégrité de la République démocratique du Congo? Deux réponses à cela. Faut-il un dialogue? Dans une communauté, on ne peut pas être contre un dialogue. Parce que le dialogue, c'est le principe actif d'une communauté. Sans dialogue, il n'y a pas de communauté. Et ce dialogue-là, dans le cadre de notre pays, c'est le dialogue républicain qui est organisé par la Constitution, à travers nos assemblées, à travers nos institutions et à travers l'organisation par chaque institution des états généraux pour une activité propre ou spécifique. Alors, est-ce qu'il faut un dialogue politique? Parce que je crois qu'ici, il s'agit d'un dialogue politique. Est-ce qu'il faut un dialogue politique pour mener la guerre? Et je ne pense pas. Parce qu'un dialogue politique doit avoir un objet. Donc ici, c'est pour mener la guerre. Qu'est-ce que vous entendez par dialogue politique? Et dialogue républicain? Pouvez-vous d'abord définir ces deux concepts? Non, j'ai donné. Le dialogue républicain, c'est celui qui est organisé à travers, par la Constitution, à travers les différentes institutions, etc. Le dialogue politique, c'est celui qui réunit tous les hommes politiques à des moments exceptionnels de l'histoire. Le premier dialogue politique du Congo, c'est la table ronde. Le deuxième, c'est la CNS. Le troisième, c'est Sun City. Voilà des moments où... Mais il y a eu aussi beaucoup de consultations, de concertations, les consultations, c'est pas le dialogue. Congolais. Non. Je parle d'un dialogue politique. Et vous aurez remarqué que pour qu'un dialogue politique ait lieu dans un pays, il faut que le détenteur du pouvoir accepte. Pour qu'il y ait table ronde, l'accord de la Belgique était nécessaire. Et c'est elle qui a organisé. Pour qu'il y ait le CNS,
l'accord de Mobutu était nécessaire et c'est lui qui a organisé. Pour qu'il y ait Sun City, l'accord de Joseph Kabila était nécessaire et voilà. Donc, aujourd'hui... Les dialogues de Lusaka, Gaborone et tout ça... Mais c'est une conséquence. Il n'y avait pas de dialogue. Non. Non, ce sont des aspects du dialogue. Le dialogue est comme un round de négociation. Pour parler de Kampala, pour parler de voilà, ce qui s'est passé. C'est ça, c'est un tout round. Ça, c'est Un round de négociation. C'est pas des dialogues. Un dialogue, non, c'est un round à l'intérieur du dialogue. Tout cela constitue le dialogue. Mais le vrai dialogue, c'est la décision acceptée par, disons, prise par l'autorité régnante en vue de débattre d'un problème particulier. Je vous l'ai dit, l'indépendance du Congo. Je vous l'ai dit, CNS. le CNS, c'est-à-dire après la fin du parti État, et puis il y a eu Sun City. Donc tout ce qu'on a connu ici avec les accords de la Saint-Sylvestre, ce n'était pas de dialogue selon votre entendement. Non, ce n'est pas un dialogue. Citer l'Union africaine avec Eden Kojo, tout ça, ce sont des négociations. Des négociations en fonction de quelque chose de particulier. Le dialogue, c'est ce qui intéresse la communauté nationale, le dialogue politique. L'indépendance intéressait la communauté nationale. La CNS intéressait la communauté nationale parce qu'il s'agissait d'organiser le pays en fonction du vide laissé par le parti État. Le dialogue de Sun City était nécessaire pour organiser le pays en fonction de plusieurs forces politico-militaires. Voilà. Ça. Alors, en fonction de cela. Et le reste, vous dites que ce sont des négociations. Non, ce sont des négociations. Et lorsque vous examinez ce qui est demandé aujourd'hui, notamment par les opposants congolais, pour vous, on peut qualifier ça de dialogue, de concertation ou de négociations. Vous donnez quel contenu à ça? Est-ce que c'est demandé par l'opposition? À qui? Il y a Fayoulou, parce que... non, je crois qu'il n'a pas demandé, il a préconisé. Il a préconisé le dialogue. Il n'a pas demandé le dialogue. Il a préconisé. Il dit, pour moi, parce que pour demander le dialogue, il sait à qui s'adresser. Il doit s'adresser à Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Et il s'est adressé au président Tshisekedi? Ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse au président. Nous sommes dans un état de droit. Il faut écrire. Demander une audience, écrire au président, etc. C'est ça qu'on dit demander. Et c'est ça qui peut donner une conséquence voulue ou non voulue à cette requête. Donc, vous pensez que la démarche qu'il a entreprise, ce n'est pas un dialogue pour un dialogue, c'est pas il faut demander à celui qui doit organiser constitutionnellement ce dialogue. Il faut le demander. Écoutez, vous avez vu un voleur, vous criez au voleur. Est-ce que de ce fait, vous avez saisi le pouvoir judiciaire? Non. Il faut aller saisir le pouvoir judiciaire par la procédure indiquée pour que ce cri-là se transforme en une requête. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour mettre fin à la guerre, faire bloc devant l'ennemi, Kagame en particulier, faut-il, oui ou non, un dialogue? Pour cela, non. Ah bon? Non. Pour combattre Kagame, ce n'est pas nécessaire de mettre. Parce que nous avons une personnalité à qui le peuple a confié le mandat de vouloir et de pouvoir d'agir pour lui. À qui le peuple reconnaît sa qualité de garant de l'intégrité nationale, de la cohésion nationale et du bon fonctionnement des institutions. Devant une situation donnée, c'est à lui d'appeler les citoyens. Venez
nous sommes en danger. Et il a fait. Il a fait avec le FCC Cash, il a fait avec l'Union Sacrée, il a fait à sa cérémonie d'investiture, il a fait dans le gouvernement actuel. Donc ce sont des appels qui exigent une cohésion nationale autour d'un leader reconnu pour que nous puissions parler d'une même voix et pour qu'il n'y ait pas de voix dissonantes. Si nous allons aujourd'hui dans une négociation et que le président estime que Fayoulou doit être là, mais Fayoulou ne peut que parler le langage du président. Il ne va pas dire, bon, le président a dit ça, mais moi je suis contre. Non. La République n'est pas saucissonnée. La République est une et est représentée par une seule personne. C'est le chef de l'État élu démocratiquement, d'où il tire sa légitimité, sa légalité et ses prérogatives. Mais Fayoulou démontre noir sur blanc qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui trahissent la nation, ils font allégeance à l'ennemi, à Kagame, pour tuer d'autres Congolais. Est-ce que face à une telle situation, il n'a-t-il pas raison de dire qu'il faut ces tours de table-là afin de convaincre ceux-là qui prennent les armes contre leur pays de ne pas le faire? Si cette table ronde réussit à mettre fin à la guerre de ce fait, c'est qu'autour de la table, il y a des manipulateurs et des auteurs de cette agression. Comment ça? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Écoutez, vous et moi, nous nous réunissons ici. Nous appelons, nous lançons un appel au peuple congolais. Moi, tous ceux qui me suivent, Et si on le suit, c'est que nous y sommes pour quelque chose. Nous y sommes pour. Le président a lancé l'appel au soutien, à la cohésion pour combattre. Mais face à ces gens-là qui traversent, soi-disant pour raison de frustration, est-ce qu'il y a eu une condamnation et un appel à la cohésion pour combattre ces traîtres? Mais nous avons des exemples dans l'histoire. Nous avons des exemples dans l'histoire. Lorsque la patrie est en danger, il faut se mettre sous la responsabilité de celui qui a le pouvoir et la compétence de diriger le pays. Nous avons connu des élections, le président a prêté serment. Mettons-nous derrière le président. Vous avez une idée, dites au président. S'il n'accepte pas, c'est quand même lui le conducteur de la guerre, le conducteur du pays. Vous lui donnez, il va apprécier en fonction de ce qu'il veut, en fonction de sa philosophie. On ne peut pas convoquer un dialogue pour éroder l'autorité et la légitimité du chef de l'État face à l'étranger. On diminue son leadership, on diminue le poids du Congo. Vous parlez de l'étranger alors qu'il y a des Congolais qui sont dans des groupes armés. Et vous avez même suivi le président Tshisekedi dire clairement que l'AFC de Nanga est égal à Joseph Kabila. Est-ce que ça ne démontre pas qu'il y a un problème qui oppose notamment les Congolais entre eux, des Congolais qui vont s'associer à l'ennemi, Paul Kagame, pour déstabiliser leur pays? Nous nous trouvons là devant un cas d'analyse grammaticale qui fait la différence entre un sujet apparent et un sujet réel. Le sujet apparent, c'est par exemple le masculin. Il est une femme. Il, c'est le sujet apparent. Une femme, c'est le sujet réel. Eh bien, toute l'erreur qui nous a entraînés dans cette trame provient des négociations avec le CNDP du 23 mars 2009. Vous parlez de l'erreur? C'est une erreur. Le fait d'avoir négocié avec le CNDP? Oui.
Parce que dans l'accord, ce n'était pas le CNDP comme parti congolaise, comme coalition des Congolais. En réalité, c'est le Rwanda sous le caparation du CNDP. Parce qu'il y avait déjà des infiltrés rwandais. Qui était connu de tout le monde. Quand ils sont... Un infiltré, par définition, n'est pas connu. On le découvre. On le découvre. Donc, alors, ça, c'était un coup de maître réussi par Kagame. Donner la conviction aux Congolais que cette guerre avec le Rwanda est en réalité une guerre entre Rwandais, entre Congolais. Voilà, il faut négocier avec les Congolais. Or, dès que cette mission-là a été accomplie, il a changé. Quelque temps après, le CNDP est devenu M23. Lorsque l'ONU a découvert ce subterfuge, il est devenu AFC. Donc, c'est Kagame qui a tissé toute la trame. Donc, c'est le CNDP, M23, aujourd'hui AFC. Avec, vraisemblablement, avec la complicité de ces Congolais qui voudraient, par ce biais-là, infiltrer les institutions, récupérer le pouvoir. Donc vous pensez que le CNDP, M23 égale aussi AFC, de Nanga, non, de Corné Nanga? C'est une suite logique. Le parent, c'est le CNDP. Le fils, c'est le M23. Le petit-fils, c'est l'AFC. Il y a une suite généalogique. Alors, mais comment est-ce que, selon vous, lorsque vous lisez les accords du 23 mars des CNDP, pensez-vous effectivement que les Congolais, Joseph Kabila et tous les autres acteurs politiques qui avaient négocié avec les CNDP, donc les Rwandais, c'est ce que vient de dire l'infiltration du Rwanda à travers les CNDP, ils avaient trahi les pays carrément? En lisant l'accord, bien entendu. Ils devaient savoir que le CNDP n'était qu'une carapace. Ce sachant, la partie congolaise devait signifier, au moins nommer le Rwanda dans l'accord. Nommer les Rwandais. Nommer, désigner que, si tant est que ce sont des Congolais, mais ils sont infiltrés, ils sont sponsorisés, ils sont poussés par le Rwanda. Alors, à partir de ce moment-là, le Rwanda n'aurait pas pu manipuler, tisser cette trame de façon aussi tranquille. Donc, l'erreur provient de la négociation imparfaite ou de la conclusion imparfaite de l'accord du 23 mars 2009. Alors, qu'est-ce qui pouvait justifier ça? Est-ce que c'était une ignorance grave ou bien c'était tout simplement quelque chose fait sciemment pour trahir carrément le pays? Parce que lorsqu'on lit les accords du 23 mars, aujourd'hui, toute analyse politique est scandalisée de voir les contenus de cet accord-là. Bon, donc la conclusion est celle-ci, c'est soit par naïveté, c'est soit par ignorance, c'est soit par complicité. En tout cas, rien ne peut justifier la pertinence de cet accord au regard de l'évolution de la situation du pays. Donc ça signifie que le Congo a été piégé dès le départ. Dans l'accord du 23 mars 2009. Dès le départ. Autant que d'ailleurs, aujourd'hui, on fait allusion à une présence mythique de FDLR. Tout ça, c'est de fil en aiguille. Si aujourd'hui Kagame a pu exiger qu'on mette le FDLR, qu'on mette en équation le FDLR dans les négociations, c'est parce qu'au départ, nous avions accepté cet accord de M23 et que le rôle de FDLR n'était pas signalé au départ. Parce que sur le plan des faits,
Cela fait au moins 2 ans, 3 ans que le Rwanda occupe une partie de notre territoire. Mais à aucun moment on a entendu des affrontements entre les FDLR et les forces rwandaises, représentées par le M23 ou par le CNDP, je ne sais pas. Donc, c'était... malheureusement, nous avons été victimes d'une manipulation ou même d'une prestidigitation politique qui nous a fait prendre les vessies pour des lanternes. Alors, mais M. Atoun, comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui, vous voyez les Congolais qui savent très bien que Paul Kagame a des visées expansionnistes. Il a même clairement dit que le problème avec la République démocratique du Congo, c'est un problème de terre. Mais vous voyez quand même les Congolais, les Corneille Nangaa et beaucoup d'autres allaient quand même faire allégeance à Kagame. Est-ce que là, ça ne démontre pas qu'il y a un vrai problème au sein même de la nation congolaise qui nécessiterait finalement un dialogue pour créer une cohésion qui serait à la base de toutes ces trahisons? Lisez la Constitution. C'est vous qui avez employé le mot trahison. Lisez la Constitution. Quel est le sort réservé aux traîtres? C'est d'aller les rejoindre, les cajoler. C'est la rigueur de la loi qui doit les frapper. Ce sont des traîtres. Il n'y a pas de compromis avec le traître. Aujourd'hui en France, les gens qui avaient collaboré avec l'occupant allemand sont pratiquement écartés de la gestion de la chose publique. Et si, par hasard ou d'aventure, ils étaient repêchés, eh bien, on les a extirpés aussitôt. Je peux citer le cas de M. Papon, qui était vice-ministre, je crois, du budget du temps de Giscard d'Estaing. Donc on a su que ce monsieur-là, c'est un collabo. Ben, on a tout fait pour l'enlever. Et jusqu'à présent, s'il est établi que vous êtes un collabo, ben, si vous ne faites pas face à un procès, mais en tout cas, vous êtes marginalisé. Avec les traîtres, il n'y a pas de compromis. S'allier à un traître, c'est vendre notre âme au diable. Vous avez certainement suivi le président Tshisekedi dire que Joseph Kabila est AFC égale Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes du PPRD aller rejoindre l'AFC. Et jusque-là, il n'y a jamais eu une condamnation publique ferme du PPRD, FCC, condamnant tous ces fils égarés qui vont rejoindre la rébellion. Comment expliquez-vous un peu cette position du FCC et du PPRD qui ne condamnent pas, même n'excluent même pas ces fils qui sont allés rejoindre l'ennemi? Non seulement du FCC et du PPRD, des opposants. On n'a jamais vu un opposant ou une opposition unie pour combattre les traîtres, pour condamner les traîtres, exiger le retour de notre intégrité territoriale avant toute discussion de coexistence pacifique avec le voisin rwandais. Alors, est-ce que ça fait vraisemblablement, est-ce que c'est là qu'on voit effectivement ce que le président a dit que l'AFC est égal à Kabila et dans l'AFC? C'est une déduction. C'est une déduction. Le président a remarqué. Beaucoup de gens du PPRD, du FCC, des figures emblématiques, ils sont partis, des proches. Il n'y a rien. Et il doit y avoir certainement d'autres éléments. On s'est dit, ça signifie que Joseph Kabila est impliqué. C'est une induction. Je ne voudrais pas qu'on puisse changer le sens de ce débat. On n'est pas venu ici pour parler de l'implication de Joseph Kabila. Donc on parle des traîtres, parce qu'on est en train de parler aussi des traîtres. Pour qui certains disent qu'on peut faire un dialogue, notamment avec tous ces gens-là. Parce que c'est effectivement ça. On ne peut pas faire un dialogue avec les traîtres.
Jamais. Jamais. Vous allez mettre quoi en équation? L'indépendance et la souveraineté du pays, d'un côté, et l'asservissement de l'autre. L'indépendance et la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo et l'annexion par le Rwanda. C'est ça. Il faut condamner, sans embâche. Et je pense que les journalistes aussi ont un rôle civique à jouer. Le fait de ne pas condamner, de rester dans un silence, ça frise une trahison, une complicité, selon vous? C'est un silence coupable. C'est un silence coupable. Donc tout cela qui ne condamne pas aujourd'hui, clairement... il y a la complicité du silence, non? Quand on dit que le Congo est victime de complots silencieux du membre, ça veut dire quoi? Ils agissent par omission, mais le résultat est le même. Alors, M. Atundou, aujourd'hui, Martin Fayulu démontre effectivement qu'il y a un échec de la diplomatie. Tout ce qui a été fait jusque-là au plan de la diplomatie n'a pas apporté de résultats. Donc, le Congo se trouve dans une impasse. Le Congo ne sait pas comment mettre fin à la guerre à l'est du pays. D'où il faut dialoguer. Il faut que tout le monde soit autour d'une table pour réfléchir, parce que l'échec de la diplomatie est là. N'a-t-il pas raison de réfléchir comme ça? D'abord, il a tort d'affirmer que la diplomatie n'a rien apporté. Ah bon? C'est grâce à la diplomatie que le fait de l'agression rwandaise a été reconnu. C'est grâce à la diplomatie que le Rwanda a été condamné. C'est grâce à la diplomatie qu'aujourd'hui, un tribunal en Tanzanie, je crois le 16, va traîner, n'est-ce pas, va faire le procès, va faire le procès du Rwanda. Donc c'est la diplomatie. Non, mais ça, c'est une initiative du ministre de la Justice qui est venu et il a déposé plainte contre le Rwanda devant le tribunal de l'AC. Non, ce n'est pas une initiative du ministre et tout personne. Non. C'est la diplomatie congolaise. Parce que la guerre, c'est deux choses. C'est la diplomatie, c'est les affrontements. À tout moment. Diplomatie et affrontement. C'est ça la guerre. Israël et Hamas, ils se tuent. Et vous avez appris, tiens, il y a eu quand même trêve. Comment ça? En Afghanistan, les Américains, etc., non, ils ont conclu quand même l'accord qu'on laisse partir les Américains calmement et vous occuper. C'est quoi? Ça signifie que la diplomatie a un rôle essentiel, aussi importante que la guerre. Ce qu'il nous faut aujourd'hui. Donc vous affirmez ici que la diplomatie congolaise est vraiment en action, malgré que le Rwanda continue à occuper militairement les sols congolais et l'on voit les M23 chaque jour ici ravir des localités à l'est du pays. Vous pensez que la diplomatie congolaise fait son travail? Il n'y a pas de corrélation. La diplomatie congolaise, je vous ai cité les victoires. En plus de ça, il y a quand même des sanctions. Malgré les victoires dues aux multiples voyages faits par le président Tshisekedi. Mais bien sûr. Est-ce que vous savez que après la guerre de Kippour, le ministre des Affaires, le secrétaire d'État américain, avait dû faire 16 voyages pour obtenir que Israël laisse une portion de terre en Syrie? Est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois que le secrétaire d'État Blinken a fait en Israël et dans les pays arabes? Mais pas le président américain quand même. Hein. Ici, on parle du voyage du président Tshisekedi. Mais qui est le chef de la diplomatie chez nous? Chaque pays a ses organisations. Chez nous, c'est le président qui est le chef de la diplomatie.
Et voilà. Et les résultats sont là. Est-ce que vous avez vraiment, parce que vous êtes un acteur politique il y a plus de 50 ans dans la vie politique, connaissez-vous vraiment des présidents à travers le monde qui ont fait autant de voyages, comme c'est le cas avec le président Tshisekedi, en un temps record? Oh, monsieur. Monsieur. Lisez le livre de monsieur Thierry à propos du premier mandat de Chirac. Il dit, mais il voyage tout le temps, il est là, il est là, il est là, il est là. Parce que quand on est élu, il faut se faire connaître et accepter par vos collègues. Il faut leur rendre visite. Vous pensez que c'est par hasard que à la prestation du serment du président, à son investiture, qu'il y a eu autant de chefs d'État? Donc vous encouragez le président Tshisekedi à voyager toujours, hein? Je ne l'encourage pas à voyager, je l'encourage à poursuivre en toutes circonstances et en tout lieu les intérêts bien compris de la République. Même si c'est là. Mais ça c'est un aspect événementiel. C'est un aspect événementiel. Mais sur le plan ontologique, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le président Tshisekedi prendre l'avion, il est allé en Chine. Ah, mais il a voyagé en Chine. Est-ce que vous savez ce qu'ils se sont dit avec les Chinois? Qui il a rencontré? Est-ce que vous connaissez tout ça? Il faut éviter des jugements de rue. Alors, vous parlez pour vous, vous dites qu'il y a eu des victoires diplomatiques, mais Ce n'est pas pour moi. Ce sont démontrent les faits qui s'imposent. Ce sont les faits qui s'imposent. Mais seulement voilà. Il y a plusieurs sortes de diplomatie. Cette diplomatie-là, où nous avons engrangé des victoires incontestablement, c'est une diplomatie de paix. C'est-à-dire, on poursuit d'abord. Diplomatie de paix. Oui, nous poursuivons la signature d'un accord, les contraintes à la suite de l'accord. Mais, en plus, il y a la diplomatie de guerre. Peut-être que c'est là où nous pouvons insister. C'est-à-dire... Vous entendez quoi par diplomatie de guerre, hein? Non, aider un peu ceux qui nous suivent à comprendre de paix, la subtilité de tous ces concepts-là. Chercher la conclusion d'un accord de paix pour contraindre, pour arriver à la fin de la guerre. Mais la diplomatie de guerre, c'est une diplomatie qui vise à avoir les moyens, les armements, les équipements nécessaires pour mettre en balance l'équilibre des forces dans les négociations. Donc, un, je veux signer un accord avec vous. Deux, en même temps, je dois avoir des armes sophistiquées, performantes, pour que vous regardiez par deux fois pour ne pas signer cet accord. Bon, aujourd'hui, M. Atundou, des localités, des territoires sont entre les mains de l'ennemi. Oui. L'armée, sur terrain, n'enregistre pas beaucoup de progrès. Ça, il faut le souligner. Oui. Est-ce que cette diplomatie-là de Félix Tshisekedi a produit quelque chose sur ce plan-là? Ça, c'est une confusion de genre. Ça, vous parlez de la stratégie militaire. La diplomatie, c'est une stratégie des affaires étrangères. Vous avez parlé aussi de diplomatie des guerres, hein? Oui, mais c'est ça, diplomatie des guerres. Je vous ai dit, la diplomatie des Il y guerres... a eu des troupes dans notre pays, des troupes venues de différents pays pour combattre l'ennemi. Oui, mais les territoires entiers et les localités sont entre les mains de l'ennemi. Oui, mais là, ça produit quoi alors? Là, vous voulez parler de la stratégie militaire. Force est de constater que jusqu'ici, nos stratèges ont privilégié la défensive. Force est de constater aussi que la défensive n'est pas efficace. N'est pas efficace. Et donc la défensive. Oui. Donc aujourd'hui, au lieu de nous défendre, nous devons attaquer pour le repousser en dehors de nos frontières.
puisqu'il est établi que les Rwandais sont là, etc. Oui. Donc il faut... C'est reconnu même pas Paul Kagame. Hein. Voilà, il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Donc, il faut agir de ce côté-là. Il faut que quelqu'un, si quelqu'un a des idées, qu'il écrive au chef de l'État. Bon, il y a des localités, les Congolais sont là. Rutshuru, Massissi, aujourd'hui une partie de Lubero, occupée par les Rwandais. Est-ce que faut-il que l'armée congolaise aille bombarder, par exemple, toutes les positions qu'occupent les Rwandais sur les sols congolais, dans les villages où se trouvent les Congolais? Ne me poussez pas à aborder un aspect sensible parce qu'il s'agit d'une stratégie, un aspect stratégique. Il y a des options qui sont prises en fonction de notre stratégie. Donc je ne voudrais pas entrer dans ce détail-là. Alors que voilà, les Rwandais ont fait ça. Vous avez fait quand même aussi. une formation militaire, je dois le souligner ici. Voilà pourquoi je vous pose aussi ces questions-là. Je ne suis pas compétent pour en parler. Parce que là, vous entrez dans le sacro-saint de la stratégie pour la récupération du territoire. Et même si en toute hypothèse je le savais, je ne peux pas le dire ici. Alors, donc, pour le dire, il faut auprès des instances compétentes. Là, le monde allait mieux. Le Congo ira mieux si tout le monde ne sait pas tout le monde. Si les intrus ne s'introduisent pas dans des milieux confidentiels. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut attaquer le Rwanda, par exemple, lancer des bombes sur Rubavu, sur Gisenyi? Est-ce qu'aujourd'hui, pour ne fût-ce que faire peur, parce que jusque-là, on voit même la guerre entre la Russie et l'Ukraine, doit-on continuer à subir des humiliations comme ça sans que nous puissions ne fût-ce qu'inquiéter les Rwandais une seule minute? Voilà. Monsieur Aner Tundu. Bon, inquiéter le Rwanda. Ne fût-ce qu'inquiéter les Rwandais. Que... Regardez l'arrogance avec laquelle Kagame parle de nous. Je ne voudrais pas entrer dans l'aspect stratégique. Parce que ça, c'est du ressort de l'armée. Et les histoires de défense et de l'armée, ce sont des histoires de secrets. Secrets. Parce que ça, pour agir comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a pas que l'armée. Il faut que le service de sécurité fournissent des données à l'armée. Il faudrait que le service d'immigration puisse protéger nos frontières et fournir des éléments à l'armée, etc., etc. Donc, ce sont des domaines très sensibles. Et excusez-moi de ne pas trop m'étendre. Vous parlez de frontières. Il y a beaucoup de Congolais qui s'étonnent et sont même révoltés de voir que malgré la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, malgré l'arrogance avec laquelle Kagame parle de nous, avec mépris, dédain, et malgré qu'il reconnaît qu'il est en République démocratique, il l'annonce un peu partout où il va, mais les frontières entre la RDC et le Rwanda sont toujours ouvertes. Est-ce que vous pensez que pour ne pas asphyxier cette population-là, il faut laisser ces frontières-là ouvertes? Je ne sais pas pourquoi la frontière est ouverte, malgré l'état de belligérance, mais je crois qu'il faut poser la question au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense. Mais l'analyse que vous faites de cette situation-là, c'est laquelle? C'est une interrogation, comme vous le faites. Quel serait votre point de vue? Non, mon point de vue ne compte pas. Il faut un point de vue qui soit pertinent, c'est-à-dire qui puisse enclencher une réaction efficace. Mais tout le monde s'interroge aujourd'hui. Comment se fait-il que la frontière avec le Rwanda n'est pas fermée alors que le Burundi a fermé sa frontière avec le Rwanda? Ce sont des interrogations. Et donc, il faut poser la question. Vous êtes des fouineurs. Vous, les journalistes, vous êtes... Est-ce que pensez-vous que si on fermait la frontière avec le Rwanda, ça peut avoir des conséquences incalculables chez nous plutôt qu'au Rwanda? On ne peut pas faire une guerre avec de la compassion. Ah bon? C'est-à-dire quoi? Une guerre,
Je vais vous le résumer. C'est deux choses. Tuer, détruire. Si vous n'avez pas assez de force morale pour tuer et détruire, vous n'allez pas gagner la guerre. Ah bon? Tuer. Tuer et détruire. Je l'ai dit, excusez-moi de... Tuer et détruire. Oui. Même sur votre... Tuer et détruire. Partout. Je peux vous donner un exemple d'histoire. Le président Mobutu, il est connu, et les phases ont soutenu Holden Roberto, le président du FNLA, avant même de soutenir le coq noir, Savimbi. Savimbi. Général Savimbi. Eh bien, arrivé à l'entrée de Luanda, le président a demandé l'autorisation au président Holden de permettre à nos troupes d'attaquer Luanda et de détruire pour occuper. Il dit non, 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 vous savez, c'est une belle ville, il ne faut pas détruire les immeubles. Mais ce qui a permis aux Cubains d'arriver et d'avoir des armes que nous n'avions pas, d'où notre débandade. Vous verrez. La Deuxième Guerre mondiale, quand on parle de bombardement de l'Allemagne, est-ce qu'on choisit, il faut laisser l'Église non, aveuglement. Et puis après, il y a un plan, comme on dit maintenant Marshall, il y a un plan de reconstruction. Mais il faut d'abord détruire. Mais c'est ça la guerre. C'est celui qui détruit le plus qui met l'autre à genoux. Les Américains ont détruit le plus au Japon, ils les ont mis à genoux. Les Alliés ont détruit le plus l'Allemagne, ils l'ont mis à genoux. C'est ça. Donc par exemple, on peut détruire Goma là pour reconstruire ça après. Mais pourquoi seulement Goma? Non, parce que c'est là où se passe la guerre. Non, pourquoi seulement Goma? C'est là où se passe la guerre, à ce côté-là. Pourquoi seulement Goma? Mais si c'est nécessaire de détruire un pont, si c'est nécessaire de détruire pour chasser, on le fait. C'est sans état d'âme. Ça, c'est une question de stratégie. Donc, vous voyez que... Donc, pas de compassion. Ce n'est même pas à la portée de tout le monde. Ce n'est même pas à la portée de tout le monde. Hein? Donc il n'y a pas de compassion. On ne fait pas la guerre avec de la compassion. On fait de la guerre avec détermination et engagement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on fait la guerre avec compassion ou pas? Aujourd'hui, là, notre armée, FARDC, est-ce que... Je ne sais pas vous le dire. Je ne suis pas à la base des décisions stratégiques qui sont prises. Comment je vais vous le dire qu'on le fait? Non, mais je ne peux pas savoir si on n'attaque pas ici parce que le commandant des opérations a dit non, il faut contourner parce que mon beau-frère est là, parce que mon frère est là. Non, je ne suis pas au courant de tous ces éléments-là. Mais je vous donne le principe pour mener une guerre à bonne fin. Donc il faut tuer et détruire. Tuer et détruire pour mettre fin au conflit. Et l'accord va prévoir le moyen de reconstruction, le moyen de coexistence, etc. C'est un schéma, hein? C'est presque une caricature, mais c'est comme ça. Est-ce que ce que vous dites là, c'est un peu partout, à travers le monde, pour gagner une guerre, il faut... C'est un principe. Dites-moi, citez-moi un seul exemple où un pays a gagné la guerre sans destruction. Dès qu'il y a résistance, il faut détruire. À moins que vous décidiez de prendre la poudre d'escampette et de laisser les territoires aux ennemis. Ah là, il n'y a pas de destruction parce qu'elle n'est pas nécessaire. Alors, parce que c'est quand même une question passionnante et on reçoit beaucoup de messages, des réactions, des colères des Congolais qui, après 2 ou 3 jours, ils entendent que telle localité est tombée entre les mains de M23. Après une semaine, telle localité. C'est toujours comme ça, M. André Atundou. Est-ce que, pensez-vous que des réformes qu'on avait annoncées dans l'armée et tous les budgets qu'on a accordés à l'armée, on a obtenu même la levée du régime des notifications qui frappait notre armée pour l'achat des armes. Pensez-vous que tout ça n'a pas produit des résultats ou pas? C'est un échec? Vous voulez que j'entre dans le domaine stratégique? Bon, je vais seulement vous donner un élément. La défense
a vu son budget accru. C'est par rapport à notre budget ou par rapport aux besoins? Il faut savoir, est-ce que c'est par rapport au budget de la République ou c'est par rapport aux besoins de guerre? Ça, c'est un élément fondamental. Parce que si c'est par rapport au budget de la République, mais qui ne correspond pas aux besoins de la guerre, on va faire une guerre à minima, juste pour sauver la face et défendre le plus possible. Alors aujourd'hui que on parle des dépenses de souveraineté qui sont effectuées, des millions, Nicolas Kazadi parlait il y a quelques mois de plusieurs millions de dollars, même Jean-Pierre Bemba en avait aussi dit et parlait lorsqu'il était ministre de la Défense, des millions et des millions de dollars déboursés pour faire la guerre à l'Est, au détriment de beaucoup de projets de développement. Faut-il continuer à dépenser des millions de dollars sans résultat ou carrément chercher des moyens diplomatiques pour arracher une paix, faire une paix de braves entre Kagame en signant des accords où il peut quand même nous laisser tranquilles en attendant qu'on puisse se réorganiser? Il y a beaucoup d'amalgame dans votre question. Les millions détournés auxquels vous faites allusion, c'était des sommes destinées à l'armée? Non, c'était des sommes destinées à des projets bien déterminés. L'armée a son budget. Deuxièmement, vous ne pouvez pas tenir ce langage. Nous ne pouvons pas confier... Je vous pose une question. Non. Nous allons confier notre sécurité à l'agresseur. Et je crois que c'est Sankara qui l'avait dit, non? C'est l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas la pitié. Et non, nous ne pouvons pas confier notre sécurité à Kagame. Parce que quoi qu'il en soit, le Rwanda est incapable d'occuper le Congo. Incapable? Incapable. Je le répète, le Rwanda est incapable d'occuper le Congo. Si vous voulez un exemple d'histoire, ils sont arrivés jusqu'à Tchango. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont arrivés jusqu'à Tchango. Où sont-ils? Ils sont arrivés à Kisangani. Je vous dis, occuper le Congo dans son entièreté. C'est impossible. C'est le cas de dire un crapaud qui veut se faire aussi, ou une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Il ne pourra pas digérer. Tout au plus, peut-il se battre pour exercer un certain ascendant sur le Kivu, parce qu'en tant que voisin, bon, on passe par là, il passe par là, nous avons des besoins réciproques. Mais pour annexer, non, c'est impossible. Parce qu'il y a déjà le Wazalendo. C'est qui? Quels sont les Wazalendo? Lorsque les problèmes avec le Rwanda ont commencé, et vous connaissez encore l'Engilima? L'Engilima? Oui. L'Engilima était là, c'était des autochtones qui ne voulaient pas de cette présence rwandaise. Ils se sont mutés en Maïmaï, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Wazalendo. Donc, il y a toujours une âme de résistance et de résilience au Kivu. Et le Rwanda n'a aucune chance de venir à bout de cette résilience-là. Parce qu'un pays ne peut pas gagner une guerre lorsque la population ne la supporte pas. Voyez le Vietnam. Est-ce que les Américains ont pu envahir le Vietnam du Nord? Mais comment expliquez-vous que... Les puissances coloniales, à partir du moment où les populations autochtones ont dit non, ils ont été obligés de lâcher prise et de nous accorder les indépendances. Mais comment
tout ce que vous dites là, c'est vrai. On a vu même récemment en Afghanistan, les Américains sont partis de l'Afghanistan. Mais ça fait des décennies que l'on parle de ces problèmes. Le Rwanda est toujours là, exploitant nos minéraux. Et nous, on ne parvient pas à mettre fin à cette guerre ici. Mais c'est à Toulouse. On dit des Rwanda, un tout petit pays, tout ça. Vous avez dit ici, la grenouille qui va se faire plus grande que ne peut pas avaler le Congo. Ne peut pas, je le répète, ne peut pas. Ne peut pas. Mais il est capable d'inquiéter les Congolais. De nous faire du tort. Oui. Et nous, on est incapable de mettre fin à ça. Comment expliquez-vous cela? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas incapables de mettre fin à cela. Mais ça fait des décennies. Non. Combien de morts? On compte plus de 10 millions de morts occasionnés par les Rwandais. Soit. Mais s'il faut prendre l'exemple de la décolonisation, il a fallu combien d'années aux pays africains pour se libérer des griffes coloniales? Mais là, on était face quand même à l'Occident. C'est pas la même chose avec le Rwanda ici. Non, je vous dis, c'est une politique coloniale. Ils veulent conquérir. Ils occupent sans conquérir. Eh bien, aujourd'hui, ils se plaignent. Pourquoi? En réalité, c'est parce que Kagame est assez malin pour ne pas dire que les Congolais m'attaquent. Mais ce sont les Ouazalendo qui le mettent en mal. C'est-à-dire la force intrinsèque des Congolais lambda, en plus de l'armée. Donc, c'est une question de stratégie. Laissons à nos militaires le soin de tirer les conséquences des presque 3 années d'état d'urgence et d'adapter la stratégie en fonction des objectifs mis à jour. Mais c'est tout. On a un président de la République, Félix Tshisekedi, qui durcit de temps en temps des tons contre Kagame, les qualifiant même de criminels. Oui. Ce qu'on n'a pas connu dans ce pays il y a quelques années. Non, c'est pas de temps en temps. C'est sa position. C'est la position du Congo. On est criminel une fois pour toutes. On ne peut pas être criminel aujourd'hui. Est-ce que vous appréciez le discours, le ton du président Tshisekedi envers Paul Kagame? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être la maladresse qui peut toujours encore énerver Kagame à nous faire beaucoup plus du mal? Bon, écoutez. Un esclave qui a peur d'assumer sa révolte n'a qu'à s'en prendre à lui-même, parce qu'on n'aura pas pitié de lui. Si vous avez peur de faire du tort à Kagame, si le président était dans votre position, pensez-vous que la communauté internationale allait reconnaître que le Rwanda et Kagame sont des agresseurs? Je me souviens du même Kagame qui se moquait du président Kagame, du président Tshisekedi, en disant oh, oui, mais lui, il dit toujours ça dans chaque tribune, ah mais le Rwanda. Mais il n'a pas vu venir la lame de fond. C'est une victoire, disons, c'est une grande défaite diplomatique de Kagame. Mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler. C'est quoi cette défaite-là? Mais c'est une défaite. Vous avez toujours dit, et vos alliés ont dit non, vous n'êtes pas là. Et les mêmes alliés sont obligés de dire que c'est vous l'agresseur. Il faut quitter. Voilà, nous ne vous accordons plus les 100 millions pour la formation militaire. C'était une grande défaite. Mais, que fait Kagame? Mais il ne se plaint pas. Il retourne. Il va chez le Polonais. Il a cessé. Il va là, il a 100 millions. Il va là. C'est cette réplique-là, stratégique, que nous devons mettre en place. Alors, M. Atundu, parce que nous parlons du dialogue, des propositions qui sont faites par l'ensemble de l'opposition, mais on est loin. Vous voyez, vous m'avez amené loin de ce sujet
Non, non, on est le toujours là. dialogue, non. Non, 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 s'il vous plaît. Je sais comment je... Non, c'est déséquilibré. Non, non. On a trop parlé Non, de, non, on revient de là-dessus. diplomatie, on a trop parlé de la guerre, on a trop revient parlé de là-dessus. frustration. Ne vous inquiétez pas. On revient là-dessus. Non. On revient là-dessus parce que comme on a un expert, on a celui qui a fait la formation militaire sur ce plateau, qui est un ancien diplomate, voilà pourquoi nous saisissons l'occasion pour poser aussi des questions, notamment liées à la diplomatie. C'est fait en connaissance des causes. Il faut équilibrer l'émission en fonction. Non. J'ai dit que je vous ai dit que j'ai dit à l'entame de l'émission qu'on va exploiter aussi l'aspect des diplomates que vous êtes. Voilà pourquoi je vous ai posé des questions en rapport avec la diplomatie. Je l'avais déjà dit dans l'introduction. Alors maintenant, les dialogues. Ces dialogues, Fayoulou dit que les institutions sont illégitimes et tout part de là. Et s'il y a d'autres opposants qui ont refusé le dialogue, notamment Moïse Katumbi, même le FCC, c'est parce que les institutions actuelles sont illégitimes. Les élections qui étaient organisées n'étaient pas de bonnes élections. Alors, il faut d'abord commencer à résoudre les problèmes de la crise de légitimité. D'où il faut un dialogue. Voilà pourquoi la proposition doit être claire. La proposition du dialogue qui cache un souci de partage de pouvoir, c'est une proposition opaque. Au moment où tous les Congolais veulent mettre fin à la guerre, mais vous vous demandez, mais quelle part? Comment récupérer ce que je n'ai pas pu avoir par les élections? Comme Tshisekedi est en train de se battre, peut-être qu'il sera plus tendre vis-à-vis de nous. Parce qu'il a... Non, ça c'est du chantage, un vil chantage, excusez-moi. Ce que Fayoulou fait? Se comporter comme ça, c'est un vil chantage. Au niveau des intentions. C'est un vil chantage. Donc, le problème qu'il évoque de Voilà. la crise de légitimité... Non, ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Ce n'est pas la priorité. Résoudre la crise de légitimité. Ce n'est pas la crise de légitimité qui va augmenter le budget de la défense. Voilà ce qu'on pourrait faire. Nous avons un ministère de la Défense. La défense, ce n'est pas la guerre au Kivu. La défense, c'est toute la République. Alors, si nous voulons épingler la guerre au Kivu, nous avons deux solutions, deux ou trois. Première solution, carrément, vous créez un ministère de la guerre. Un ministère de la guerre qui est chargé de mener la guerre partout où c'est nécessaire dans la République. Mener les opérations. Ministère de la guerre. Ou alors, vous éclatez le ministère de la Défense en trois vice-ministères. Le vice-ministre de la Défense, le vice-ministre de la guerre et le vice-ministre des anciens combattants et invalides de guerre. Il y a différence entre défense et guerre. Hein? Mais bien sûr. Guerre, c'est mener les opérations. Défense, c'est veiller, on va dire, à la logistique et à la protection générale de la République, même là où il n'y a pas de guerre. Selon le principe, qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Voilà la défense. Préparer la guerre pour avoir la paix. Le ministère de la guerre, c'est faire la guerre pour avoir la paix. Le ministère éventuellement des anciens combattants, c'est s'occuper des victimes de la guerre en reconnaissance de l'État. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'un Congolais qui pense que les problèmes de la crise de légitimité n'a jamais été résolu en RDPC depuis 1960 et qu'aujourd'hui, il faut des réformes, il faut un dialogue entre Congolais pour redéfinir les institutions qui vont aboutir à l'organisation des bonnes élections afin de mettre fin à cette crise de légitimité-là. Vous qualifiez ça de vil chantage. Je dis cette intention. Cela, oui, c'est un vil chantage. Parce que
les philosophes disent ceci. Primum vivere deinde philosophari. C'est-à-dire, si votre vie est en danger, il faut d'abord le sauver avant de lire un livre. Ce n'est pas au moment où je vous attaque au pistolet que vous dites non, moi je vais lire, mais je vous tue. Et vous ne lirez plus. Vous allez vous mettre à l'abri, laisser le livre, fuir. Et quand je suis parti, vous venez récupérer le livre. L'attitude de ceux qui proposent la réforme des institutions, la légitimité, etc. Donner la légitimité aux institutions. Cela ressemble à l'attitude antiphilosophique de celui qui dit il faut d'abord réfléchir et vivre après. Non, il faut vivre pour réfléchir. Et je crois que c'est un Français aussi qui l'a dit, non un autre. Je ne sais pas si c'est Descartes. Cogito ergo sum. C'est-à-dire, je réfléchis, donc ça signifie que je suis vivant. Donc, la condition, la première condition de réflexion, c'est l'existence, c'est la vie. Donc, tout ce qui touche à l'existence et à la vie met le tout en état. Crise de légitimité, la réforme, non. Mettons-nous d'abord. Et nous avons des exemples dans l'histoire. Lorsque De Gaulle a lancé cet appel de juin, etc., les Français, mais il y avait des communistes, il y avait des suicides. Tout le monde dit, non, nous sommes d'abord Français, boutons dehors les Allemands, et le reste on verra après. Et à la fin de la guerre, le gouvernement qui est sorti, il y avait des communistes, il y avait ceci. Aujourd'hui, battons-nous d'abord pour bouter hors du territoire national les troupes rwandaises. Avec les institutions illégitimes, selon les opposants là, comment les opposants, s'il vous plaît, comment les opposants qui pensent que Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Joseph Kabila et les autres qui pensent que les institutions actuelles sont illégitimes, comment peuvent-ils se mettre d'accord autour des institutions illégitimes? Vous ne voyez pas qu'ils sont logiques dans ce qu'ils disent? Le fait qu'ils le disent, et c'est la réalité, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, Tshisekedi a été élu à 73%. Et donc, tout ce qu'ils disent ne représente que 20%. La légitimité est là. Et lorsque quelqu'un a remporté les élections, il devient le président même de 23% qui ne l'ont pas élu. Et les 23% doivent contribuer au bon fonctionnement de la République. Voilà pourquoi le statut de l'opposition est reconnu dans notre Constitution et non le statut de la rébellion ou de la traîtrise. Est-ce que vous pensez que le problème de la crise de légitimité qu'ils évoquent est un problème fondamental qui va tout déclencher? C'est un problème mythique. C'est un problème mythique qui n'a pas d'existence réelle. Parce que si c'est depuis 60, ça n'a pas empêché au Congo de connaître la prospérité économique, la prospérité sociale, et même l'unité, etc. C'est un problème mythique. Et sans prise sur la réalité telle que c'est posée. Tout le monde croit aux élections. Nous sommes allés aux élections. Mais ce n'est pas parce que j'ai perdu que je vais dire, bon, il y a des voix quand on a perdu, des voix de contestation. Si au bout du compte, la voix de la contestation n'aboutit pas, et que la Constitution dit, si ça n'aboutit pas, eh bien ça signifie que les élections sont valables. Mais il faut accepter, se préparer à 2028 alors. Bon, aujourd'hui, ils évoquent le fait qu'il y a une misère incroyable, rien ne marche au pays, la corruption bat son plein,
de détournement des millions de dollars et dans tous les secteurs, rien ne marche. D'où il faut que les Congolais, sous l'égide de l'Église catholique, puissent se parler. S'ils se comportent en caméraman, alors ils sont irresponsables. Les caméramans, c'est celui qui filme et qui n'a aucune prise sur la réalité. L'opposition, le statut de l'opposition est prévu dans la Constitution. Il faut qu'ils agissent. L'opposition est un statut légal. La rébellion est un statut contre la loi, contre la Constitution. La trahison de même. Alors, ils ont le choix. Ou ils font la rébellion, la trahison, ou ils viennent contribuer en tant qu'opposants dans la marche du pays. La seule façon de faire de l'opposition, c'est de dire que tel a volé, tel a volé. Mais non. Il faut aussi dire, bon voilà, nous pensons que on peut faire ça. Nous pensons que on peut faire ça. Nous pensons que la structure de dialogue républicain existe. Existe. Est-ce que pour le président de la République aujourd'hui, intégrer les opposants qui, dans les institutions peut résoudre le problème? Ah, pour se poser la question, c'est y répondre. Moutamba aujourd'hui est dans le gouvernement. Est-ce que ça a résolu tous les problèmes? Même pas le problème de la justice. Il doit se mettre, il doit travailler pour résoudre le problème de la justice. Donc, l'arrivée des opposants, non. C'est la volonté de vouloir mettre fin à la situation préjudiciable du pays qui va amener des changements, qui va mettre fin à ces situations déplorables. Monsieur Atundou, on est à la fin de l'émission, mais vous allez m'excuser de vous poser cette question, parce que c'est une question qui revient, hein, toutefois que nous vous recevons, peut-être certains Congolais qui ne connaissent pas bien votre parcours, ou c'est de leur point de vue. Et je lisais dans un commentaire, dans une émission que vous avez faite récemment chez un confrère journaliste, des gens qui disent que M. Atundou était kabyliste. Il est parti des Mobutistes aux kabylistes, et aujourd'hui, il est avec le président Tshisekedi. Et demain, il sera avec Kankou quand il sera président, si Dieu lui prête vie. Alors, c'est quoi? Vous vous définissez comment? Je voudrais... Entre les... Oui. Jusqu'ici, j'ai fait une explication phénoménologique, telle que vous venez de le faire. J'ai servi Mobutu, j'ai servi Moussé, même si je n'étais pas dans les institutions, on discutait avec lui. J'ai servi Joseph, aujourd'hui je sers Tshisekedi. Ça, c'est une approche phénoménologique. Mais en réalité, je ne change pas. Parce que qui est M. Atundou? J'ai deux caractéristiques qui ne me permettent pas de changer. Des caractéristiques ontologiques. Les gens qui m'ont connu à l'université et dans la vie, qu'est-ce qu'ils disent de moi? C'est un ancien séminariste. Par la rigueur, par la droiture, par la discipline de la vie. C'est un élément essentiel. Les valeurs chrétiennes acquises au petit séminaire m'ont appris à aimer l'autre, à se donner du mal pour l'autre, à aimer la communauté des hommes. Je me souviens, quand on était au petit séminaire, le jour consacré aux lépreux, eh bien, on nous obligeait à serrer la main aux lépreux. Donc, ça m'a marqué. C'est un homme. Deuxième, lorsque j'ai terminé mes études, j'étais politiquement vierge. Je suis entré directement
dans les services de renseignement sous Mobutu. Et c'est le En quelle année? régime en 74, 73. Wow. Et c'est le régime de Mobutu qui m'a inculqué les valeurs nationalistes, patriotiques. Aimer son pays, mourir pour son pays, du travail bien fait, ne pas provoquer la division entre les Congolais. Alors, ces deux valeurs, là, je suis moboutiste. Séminariste, moboutiste. Eh bien, c'est le séminariste moboutiste qui a servi La République jusqu'aujourd'hui. la République jusqu'aujourd'hui. Très bien. Donc, il y a Ça pas clôt de un peu au moins le contradiction. débat, parce que les gens Ça- qui disent qu'il ça- était kabbyliste, ça- vous ça- avez compris que... C'est une explication ontologique que je Absolument. donne pour compléter cette approche. Donc vous n'avez phénoménologique. jamais été kabbyliste. Hein, Les valeurs, c'est le séminaire et c'est le moboutisme. Voilà, c'est la fin. Et c'est ça qui fait ma force. C'est ça qui m'entretient dans l'amour de la patrie. Je n'ai jamais trahi mon pays. Je n'ai jamais trahi le chef qui était en charge dans mon pays. Jamais. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Abonnez-vous massivement sur GCL Congo Télévision. Partagez aussi au maximum cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver très très prochainement dans un autre numéro de votre magazine Les débats congolais. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci, Monsieur Charlequin. Vous ne m'avez pas traité avec commisération.